Avant de démarrer cet épisode, un mot sur le partenaire qui nous accompagne tout au long de cette saison, Comptable.com. Leur objectif est à la fois très simple et très ambitieux. Bouleverser les codes de recrutement dans la profession comptable. Pour ça, leur idée est de mettre en relation les cabinets d'expertise comptable et les entreprises avec les candidats, sans passer par la case cabinet de recrutement, ni par les traditionnels job boards. Donc là, pas d'annonce d'emploi, pas de CV Tech, mais des profils de candidats déjà sélectionnés et déjà interviewés par les équipes de Comptable.com que les recruteurs peuvent contacter directement. Pour le dire autrement, Comptable.com se positionne comme le LinkedIn de la profession comptable. Et ça fonctionne, puisqu'à ce jour, le site affiche déjà plus de 2000 profils de candidats. Donc que vous soyez recruteur ou candidat, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site et à nous dire ce que vous en avez pensé. Toutes les infos sont sur la page du podcast. Bienvenue dans Deux Premiers Ordres, un podcast réalisé par Compta Online qui donne la parole à ceux qui ont fait l'histoire de la profession comptable. Qu'il s'agisse de représentants bien connus de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes, ou de personnes plus discrètes qui ont dédié leur carrière dans l'ombre au rayonnement de la profession, nos invités partagent un point commun. Ils ont une histoire à raconter. Loi Pacte, évolution de la place des femmes, crise financière de 2008, réforme des diplômes, les sujets ne manquent pas. Et vous le verrez, évoquer l'histoire de la profession, c'est en tirer des leçons et apporter un éclairage nouveau aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons René Ricol, qui est une figure bien connue de la profession. Il a exercé de nombreux postes et mandats, difficile de tous les résumer, mais il a été notamment président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, président de ce qui était alors le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, président de l'IFAC, de l'Agence française pour la création d'entreprises, médiateur du crédit, auteur d'un rapport sur la crise financière mondiale de 2008, commissaire général aux investissements et j'en passe. Il a donc été difficile de faire un choix, mais on a pris le parti aujourd'hui d'interroger René Ricol sur son rôle au sein de la profession comptable, en France ou à l'étranger. Bonjour René Ricol. Bonjour Julien, vous allez bien? Oui, très bien, merci à vous. Ça va bien. Écoutez, je vous remercie déjà énormément d'avoir accepté de participer à cet enregistrement. C'est un honneur pour nous de vous avoir dans ce podcast. On va évoquer dans les longueurs votre parcours avec quelques focus sur différents sujets. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est peut-être est-ce que vous accepteriez de nous raconter votre parcours depuis le départ et après on détaillera les grandes thématiques. Comment ça s'est passé? Un parcours s'est fait à la fois de hasard et de rencontres. Alors, le hasard pour moi, c'est pourquoi je deviens expert comptable. Pourquoi je deviens expert comptable? Si vous me trouvez un expert comptable, commissaire aux comptes, ou pas commissaire aux comptes, mais qui a eu la vocation de l'expertise comptable, vous me le dites, parce que moi, j'en ai pas connu. Voilà. Et c'est dommage, parce que c'est un métier qui est exceptionnel, j'y reviendrai. C'est un métier merveilleux. Franchement, c'est un métier merveilleux. Moi, j'ai fait des études d'économie, et puis j'avais des amis qui faisaient l'expertise comptable. Mon père me disait, il faut faire l'expertise comptable. Je vais passer le probatoire, j'ai eu 2/20, ce qui quand même n'est pas très sympathique. Ça m'a beaucoup vexé. Donc derrière, après, j'ai mis un peu le turbo. Et du coup, j'ai été diplômé assez jeune. En fait, j'ai d'abord eu le titre de commissaire aux comptes. Et plus tardivement, j'ai fait mon mémoire et j'ai eu celui d'expert comptable. À l'époque, c'était l'inverse d'aujourd'hui. On était d'abord commissaire aux comptes et ensuite expert comptable. Donc c'est le hasard, voilà, c'est le hasard. Et puis j'ai découvert assez vite que ce métier était assez passionnant parce que vous avez une relation particulière avec les dirigeants d'entreprise, de confiance, bien qu'il y ait toute une partie technique qu'il faille faire. Je veux dire, il faut être, pour donner des conseils, il faut savoir de quoi on parle. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté passionnant d'être dans la vie d'entreprise. Puis après, il y a des rencontres. Et pour moi, pour faire simple, j'ai dans ma vie 2 rencontres fondatrices. L'une est avec un Corse, Napoléon Susini. Napoléon Susini était un personnage mythique qui avait été embauché par la Compagnie des commissaires aux comptes. À l'époque, c'était Jean Sigaud qui était le président. Et Napoléon Susini était un inspecteur général des finances. Et Napoléon Susini est celui qui, un jour, alors que moi, Lyonnais, j'étais arrivé à Paris, que j'avais travaillé comme conseiller technique de la compagnie, puis j'avais monté mon petit cabinet avec quelques petits dossiers. À l'époque, beaucoup de petits bistrots, parce que ma mère est corrézienne, donc j'ai rencontré un Auvergnat, on n'est pas très loin de la Corrèze et l'Auvergne. Tout ça fait que voilà, je travaillais sur des petits dossiers. Et Napoléon Susini est celui qui me dit un jour, alors que le cabinet a pas mal progressé, qu'on a pris des gros dossiers, qu'on commence à être un peu connu, il me dit, il faut vous présenter à la présidence de la compagnie des commissaires aux comptes. J'ai pas tout à fait 30 ans. Du coup, je vois avec lui Sigaud, personnage mythique de la profession comptable, et qui me dit, je vous donne les clés de mon syndicat.
Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez que je viens prendre vos clés, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vos thèses. Il m'a dit, justement, je vous veux vous, parce qu'au moins vous me dites la vérité. Bon. Le syndicat n'était pas en très bon état, mais du coup, j'ai rassemblé un ensemble d'amis de mon âge, voilà, et nous sommes présentés, on a été élus, et c'est comme ça que j'ai pris la présidence de la compagnie. Mais là, vous le faites en très court, mais comment est-ce que vous avez été remarqué? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été remarqué, vous, et pas un autre? Parce que quand je suis arrivé de Lyon à Paris, pour des raisons familiales, j'ai été recruté d'abord à la compagnie des commissaires aux comptes. Et j'étais revenu dans de très belles conditions. J'avais juste mes certificats supérieurs d'expertise comptable. Je dois beaucoup à Napoléon Susini, qui était un personnage incroyable. Il avait été patron par intérim de l'inspection des finances. Il aurait pu être ministre. Et il était secrétaire général de la compagnie des commissaires aux comptes. Et c'était un très haut fonctionnaire qui était au service de la profession. Ça change un peu les relations avec les autres hauts fonctionnaires quand vous les rencontrez, si vous êtes accompagné d'un personnage pareil. En tout cas, il me convainc d'aller, et je me retrouve élu. Voilà, c'est ce premier personnage que je rencontre et qui marque vraiment ma vie. Voilà, qui fait que du coup, je deviens très jeune, président des commissaires aux comptes. C'est, je pense, le mandat où j'étais le plus efficace pour mes confrères, et mes consoeurs, parce que quand vous êtes jeune, vous n'avez rien à faire de rien, et donc j'allais juste dans tout ce qui me paraissait défendre leurs intérêts. Et ma deuxième rencontre majeure, c'est je suis président de l'IFAC, donc de l'Organisation mondiale de l'audit, et je rencontre Paul Volcker, qui était le patron de la Réserve fédérale américaine, et là encore, il y a un contact qui se noue, et c'est comme ça qu'on réussit à sortir de la crise de 2000, et d'un moment très particulier, et ce moment a été fondateur dans ma vie, parce que ça m'a amené ensuite à occuper d'autres fonctions, notamment auprès de Nicolas Sarkozy, mais aussi avec d'autres présidents ou premiers ministres, pour servir l'intérêt général de manière plus globale. Voilà. Vous savez, une vie, c'est ça. C'est le hasard, des rencontres, et c'est comme ça que les choses avancent. Et puis, il y a derrière tout ça le fait que, très tôt, quand j'arrive à Paris, je donne des cours, que je rencontre un jeune garçon, on a le même âge, qui prend son temps, lui, un peu. Voilà, il est moins pressé que moi, mais il n'a pas d'enfant encore. Moi, j'en ai déjà deux. J'ai commencé très tôt. Et qui s'appelle Gilles de Courcelles, qui devient mon premier associé, mon premier collaborateur, mon étudiant, mon premier collaborateur, mon premier associé. Il a un cousin germain, Jean-Charles de Astéry, qui devient mon deuxième associé. Et depuis plus de 40 ans, nous ne sommes jamais quittés. Jamais quittés, jamais disputés. Jamais disputés, ce qui est exceptionnel. Voilà. Et donc, on est ensemble et on vit dans la joie et le bonheur, le fait de continuer, alors que nous devenons âgés, mais de continuer à s'occuper de dossiers qui nous intéressent, qui nous amusent, et puis à faire confiance à des jeunes pour faire monter tout ça. D'accord. Ok. Bon, on a déjà quelques grands principes. J'ai pour habitude de justement poser ce type de questions sur des leçons un peu pour ceux qui démarrent leur carrière. Mais vous y avez déjà répondu en partie, mais on y reviendra. Non, mais vous savez, comment les choses se font. Je suis à Lyon. À Lyon, je suis dans un service d'audit interne. À l'époque, c'était le début du service d'audit interne en entreprise. Et puis, je vais faire mon stage et les grands cabinets me proposent un stage. Et je préfère aller chez un expert comptable qui s'était installé seul et on était 2 collaborateurs. Et donc, effectivement, j'ai fait avec lui, c'est une chance, avec un homme qui était très, très compétent. J'ai fait un apprentissage. Il avait quelques dossiers moyens. J'ai appris un peu de commissariat aux comptes. Et puis, il avait quelques tout petits dossiers. Mon premier bilan, c'est celui d'un électricien, un peu olé olé, mais vraiment, c'est la vie. Et donc, il faut démarrer comme ça. Et puis après, j'aimais l'enseignement, donc j'ai commencé à faire de l'enseignement tout de suite. Et puis, je suis arrivé à Paris. À Paris, j'ai cherché un job. J'en avais 2 qui m'étaient proposés, un dans une grande entreprise, et puis l'autre, 3 même, l'autre dans un cabinet d'expertise comptable, et le troisième à la compagnie des commissaires aux comptes. J'étais subjugué par Napoléon Susini et par François Méran. Voilà, je trouvais qu'ils étaient formidables. Je me dis, ça vaut la peine d'être là. Et j'ai été pendant cette période de 2 ans, démarché beaucoup, mais j'ai voulu rester à ce même endroit. Et ensuite, je me suis installé dans mon propre cabinet. J'envisageais pas de faire ce métier sans installer un cabinet. Et je me suis installé avec 2 amis qui s'appelaient François de Bréjas et Patrice Gilbert. Malheureusement, François de Bréjas nous a quittés. Patrice vit toujours. Et on a créé ce cabinet qui s'appelait DGR, celui de Bréjas, Gilbert, Ricol.
On n'avait pas beaucoup de moyens. Au début, on attendait les clients un peu les bras croisés, mais comme je donnais de l'enseignement, comme je continuais un peu à aider la compagnie des commissaires aux comptes, ça me permettait de vivre. Et puis c'est la chance de la vie. Un jour, on avait racheté à 3 une petite clientèle. On avait mis, je crois, 10 000 francs chacun. Ça veut dire que la clientèle n'était pas grosse. Mais il se trouve que un jour, je suis appelé par un des clients de cet expert comptable, qui était un personnage. Je suis appelé. Mais là, c'est un coup de chance parce que j'arrive et on me dit « Venez bien avec votre tampon ». Je dis « J'ai pas de tampon ». Enfin bon, j'arrive. Et on me sort le tableau 8 de la déclaration fiscale. On me dit « Signez ». Je dis « Vous plaisantez, je suis déjà avec Gilles de Courcelles ». Je dis « Moi, je signe pas un truc comme ça. Je veux voir ce qu'il y a dans ce bilan. Il faut regarder ». Et puis, ça chauffe. Et le directeur financier, la chef comptable, monte la voix. Arrive le directeur général qui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Il se passe un truc assez simple à l'époque. J'ai 26 ans, 27 ans. Je dis « Ils veulent me faire signer un papier sans que je vois ce qu'ils veulent me faire signer. Ça, c'est dans mon métier, on ne fait pas ça. » Et donc, il impose à ce qu'il nous montre les choses. Et là, on tombe sur 2 anomalies quasiment tout de suite. Alors ça, c'est un vrai coup de chance, mais il faut de la chance dans la vie. Et on découvre, premièrement, qu'ils ont fait une petite erreur sur la déclaration de TVA qui doit coûter quelques millions d'euros à la société. Et on découvre aussi qu'ils prennent dans la caisse. Ça, quand même, c'est spectaculaire. Une espèce de compte de suspens un peu bizarre. On rentre dedans, on décortique, et très rapidement, en une demi-heure, ils finissent par avouer et dire « Ah bah ouais, voilà, bon ». Et du coup, le patron du groupe au sommet me convoque quelques jours après. Il me dit « Maintenant, sur toutes nos filiales, vous fassiez une révision quadrimestrielle ». Et là, je dois vous avouer un mensonge. Il me dit « Vous êtes combien ?» On était 2. Je lui dis « On est une petite quarantaine ». Il me dit « Ça va être un peu juste, et ça devrait le faire ». Évidemment, on s'est mis à travailler avec Courcelles jour et nuit. Gilles se rappelle encore des dimanches soirs qu'on passait jusqu'à 6h du matin chez moi, mais finalement, ça va assez vite, quoi. Et puis, on a recruté des gens, on a fait ce qu'il fallait, et on s'est rapproché après d'un cabinet très prestigieux qui s'appelait Callan-Ramelino, parce qu'il fallait des troupes, il fallait que ça rentre, il fallait que ça puisse se faire. Mais vous voyez, c'est comme ça que les choses se font un peu par hasard, et puis ça a décollé comme ça, voilà. D'accord. Ok, bon, bah c'est passionnant, donc des rencontres, un peu de chance, et une sorte de feeling aussi, des pressentiments, une intuition, se laisser guider, qui fait que vous choisissez pas le grand cabinet, mais que vous choisissez le petit, ou que... le petit, voilà. Parce que je vais apprendre mon métier, voilà. Donc c'est quand même mieux et plus rapide, et que l'avantage du petit par rapport au grand, c'est que le grand, vous avez toute une hiérarchie au-dessus de vous quand vous rentrez. Alors vous avez le senior, et d'après le senior, vous avez le manager, vous avez le senior manager, vous avez... le directeur, l'associé local, l'associé mondial, très bien. Là, vous avez quelqu'un qui était expérimenté, qui était un collaborateur d'un grand cabinet, qui avait une très grande expérience, qui décide de s'installer tout seul. Être avec lui, c'est formidable, parce que ça vous permettait de travailler directement et vous apprenez des choses. Ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas aussi obligé de tenir les écritures comptables. Et pourquoi est-ce que on serait différent des autres? Il faut bien faire à l'époque, c'était du décalque, vous voyez, c'est-à-dire que pour tenir la balance et les grands livres, on utilisait du papier carbone et on faisait du décalque. C'était quand même un truc intéressant. Il faut le faire aussi, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre mandat à la tête de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes? Pour la présidence de la compagnie, comme souvent dans ma vie d'ailleurs, je n'ai pas fait de nouvelles réflexions de réforme. J'ai mis en œuvre des réformes qui étaient travaillées depuis longtemps. Ça, si vous voulez, c'est... extrêmement intéressant. Regardez comment fonctionne la vie politique de notre pays. Dès qu'un nouveau ministre arrive, il met un nouveau plan de réforme en étude, puis ensuite en route. Avant, l'étude prend du temps, donc la mise en route, elle arrive plutôt sur la fin du cursus. Et du coup, sans arrêt, on change. Et donc, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je me fasse, mais très très rapidement, une opinion sur ce que mes prédécesseurs, depuis des années et des années, avaient préparé comme réforme. Voilà. Que j'enlève un point ou que j'ajoute un point, mais très vite, en une semaine. C'est-à-dire que vous réunissez quelques experts autour de vous et vous vous dites... Et ensuite, vous faites voter la réforme et vous y passez. Donc, à la compagnie des commissaires aux comptes, j'ai fait 2-3 choses qui étaient indispensables. La première, c'est qu'on a mis en place des normes professionnelles. On n'en avait pas. Alors, c'était sympathique, mais on avait des confrères mis en difficulté, mis en cause par la justice. On n'avait pas de normes à mettre en face. Et deuxièmement, j'avais négocié que l'ancêtre de l'AMF, qui s'appelait la COP, que nous prenions en charge notre contrôle de qualité. Mais en étant très, très sérieux, en donnant de l'indépendance aux collaborateurs qui faisaient ça, et puis surtout, en donnant accès
aux régulateurs à la qualité du travail qu'on faisait, qu'ils puissent regarder si ce qu'on faisait était bien ou pas. Mais ça a redonné à la profession beaucoup de pouvoir et beaucoup d'autorité, puisqu'à la fois on faisait nos normes et on faisait nos contrôles de qualité. Certes en ouvrant à l'intérêt général, mais vous voyez, c'était une période où le commissariat aux comptes, on ne peut plus l'imaginer aujourd'hui, mais a eu un pouvoir qui était considérable, d'influence qui était considérable. Et je vous donne juste un exemple. En 88, quand il y a les privatisations qui sont faites, il y a notamment les compagnies d'assurance. Et nous considérons, nous, commissaires aux comptes, que la répartition des réserves entre ce qui revient aux assurés pour leur garantir qu'on paiera vraiment les sinistres et à l'actionnaire ne nous paraît pas équilibrée. Et du coup, on décide une recommandation qu'on vote et dans laquelle on change cette répartition acceptable pour nous. Et on dit, si jamais ce n'est pas le cas, on dit au gouvernement, si ce n'est pas le cas, on refusera les comptes. Donc c'est assez violent quand même. Voilà. Évidemment, je suis convoqué par le ministre d'État, ministre de l'économie. J'ai l'attention, il a tous ses titres. Mais néanmoins, je lui dis, c'est comme ça. Et quand vous pouvez faire ça, vous avez un vrai pouvoir. Voilà, parce que du coup, vous votez la norme, et la norme, elle doit être éthique. Et derrière, vous la mettez en œuvre. Voilà, donc ça, c'est des choses comme ça qu'on a pu faire en mettant à la fois en place des normes et des contrôles de qualité. Je rajoute que dans les contrôles de qualité, qui étaient nécessaires, parce que quand on a commencé, on a vu qu'il y avait encore des confrères très anciens, mais quand même, qui disaient, sur leur dossier de travail très complet, bilan HOC, CEG HOC, compte pertes et profits HOC, certification. D'accord, déjà, au moins c'est clair. Bon, voilà, on avait des sociétés très considérables qui aujourd'hui sont dans le domaine public, qui facturaient, qui permettaient à leur commissaire aux comptes de facturer 500 francs par an. Ouais, donc on partait de loin. Donc il y avait un peu de boulot à faire pour remonter. Mais on est remonté assez vite et ça a commencé à marcher. C'était une période du coup de tension très forte avec le CNPF de l'époque, devenu MEDEF. Et d'ailleurs, quelqu'un qui est devenu un ami, qui était Yvon Gattaz, qui est maintenant un très vieux monsieur, mais très intelligent, très exceptionnel. Et alors, nous avions dit que nous mettions en place des diligences professionnelles. Et il avait dit, il faut attaquer la diligence. Très bien. Bon. Et donc, moi, vous êtes bon quand vous êtes jeune. C'est pour ça qu'il y a un âge pour être président, et il y a un âge où il ne faut plus l'être. J'avais fait un courrier au MEDEF pour expliquer que ce pays, CNPF de l'époque, que ce pays avait dans un certain nombre de domaines 40 ans de retard, c'était la faute du patronat qui était quand même archaïque. Donc là, il avait été furieux. Il avait provoqué, je me rappelle, une réunion chez M. Badinter, qui était le garde des Sceaux et notre ministre de tutelle. Badinter était un personnage spectaculaire, pour demander à ce que je sois sanctionné quand même. Voilà, bon. Et Badinter lui a dit, écoutez, si le gouvernement doit choisir entre vous et M. Ricol, il va choisir M. Ricol. C'était plutôt pas mal pour nous, quoi. Voilà, donc vous voyez, quand vous n'avez pas peur et que vous avancez, que vous êtes soutenu par vos confrères et que ça fait des équipes de choc. Donc c'est un très très bon souvenir que j'ai, cette période de commissariat aux comptes, où j'ai pas fait grand-chose, parce que toutes les réformes que j'ai mises en œuvre étaient déjà préparées par mes prédécesseurs, mais les mettre en œuvre, c'est pas mal. Donc le rôle d'un nouveau président, c'est pas seulement d'arriver avec des nouveaux dossiers, c'est ce que vous venez de dire, que c'est aussi de poursuivre le travail qui a été fait, de s'inscrire dans la continuité finalement. Je pense que toute personne qui veut exercer une fonction qui existe déjà, il m'est arrivé d'inventer de nouveaux process. Quand j'étais commissaire de l'investissement, ça n'existait pas avant. Quand j'étais metteur de crise, ça n'existait pas avant. Donc on a inventé des process. Mais quand vous prenez la présidence de l'ordre, ou celle des commissaires aux comptes, ou celle de l'IFAC, ou celle de la PCE pour prendre un truc plus public, vous devez regarder ce qui a été fait avant vous. Et ce qui a été préparé pour... Parce que les gens, quand ils travaillent, ils préparent toujours le futur. Et il y a souvent des choses à récupérer. Donc, vouloir réinventer la roue pour dire c'est moi qui ai tout fait tout ça, c'est un peu ridicule. Il faut avoir l'humilité de dire je suis le maillon d'une chaîne, je m'appuie sur ce qui a été fait avant moi et j'accepte qu'après moi, il y a d'autres choses qui se fassent. Donc là, on était sur la présidence de la CNCC. Ensuite, donc, je m'étais noté les dates, c'était en 85 président de la CNCC, vous me coupez si je dis une bêtise. Après, j'arrivais à France Défi. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses entre les deux, mais si on doit retenir quelques moments, la création de France Défi, est-ce que vous voulez en France Défi, parler ? c'est une période de bonheur parce que je voyais bien que les cabinets, devenus ensuite les grands cabinets, ensuite les Fort Flat, maintenant, ça se préparait, ça arrivait.
Et donc l'idée de France Défi, c'était quoi? C'était de donner, au travers d'un GIE, de donner à tous les confrères qui avaient des tailles moyennes, de leur donner la capacité à avoir accès aux mêmes outils, donc à fédérer les outils ensemble. Puis il y avait une deuxième idée sous-jacente qui était que nous sommes d'énormes pourvoyeurs de dossiers pour des gens qui sont informaticiens, conseillers financiers, assureurs, ce que vous voulez. Et quand j'étais jeune, il y avait un inspecteur du GAN, comme dans beaucoup de cabinets, il passait. Et il avait une case dans tous les cabinets, il prenait les dossiers de création d'entreprise et il remplissait. C'est-à-dire il y avait une espèce d'accord et tout passait chez eux. C'était spectaculaire. Et le jour où le GAN s'est un peu désintéressé de la profession, et je parle d'il y a 35 ans, ils ont mis beaucoup de temps à récupérer, parce qu'effectivement, c'était un avantage, il y avait un lien très, très fort. Et France Défi, l'idée, c'était de dire à la fois, on va faire reconnaître par nos fournisseurs et ceux de nos clients notre puissance, et puis en même temps, on va fédérer nos moyens pour mettre en place les dossiers de travail, la recherche, le développement, la recherche de clients. Par exemple, France Défi, à un moment donné, alors, aujourd'hui je ne suis plus, mais ça existe encore, ça marche plutôt bien, et je suis content que ça marche bien, que ça existe encore. Il y a d'autres groupements qui existent aussi, mais j'ai le souvenir qu'à l'époque où je l'ai monté, on a fait une présentation de plein de cabinets appartenant au groupement, on a fait une présentation commune pour être commissaire aux comptes des chambres de commerce et d'industrie. On a quand même ramassé une bonne partie, donc on est devenu plus fort. Donc c'est une expérience d'amitié que j'ai créée d'ailleurs avec, c'était un GIE, mais que j'ai créé avec beaucoup de gens avec qui j'avais déjà travaillé dans les instances professionnelles, et c'était de donner les mêmes outils que les grands cabinets, voilà. Et tout ça, aujourd'hui, continue à vivre sa vie sans moi. Et d'ailleurs, il n'y a pas que France Défi, il y a aussi Eurodéfi, parce qu'il y a d'autres France Défi en Italie, en Angleterre. Et je constate que ça continue toujours à fonctionner, donc c'est plutôt quelque chose qui perdure. Et puis, j'avais cette idée qu'il fallait quand même être très prudent pour ne pas perdre, tous nos contacts privilégiés avec nos clients. Et à un moment donné, je vois arriver une concurrence qui se fait jour, une profession nouvelle qui veut se créer, de conseil expert financier, mais qui demande à être réglementé. Je deviens fou furieux, je me dis, ces gens, ils vont nous faire encore une profession réglementée de plus qui va attaquer les nôtres, parce qu'on est sur les mêmes domaines. Et donc j'ai créé, et j'en suis très fier, le fondateur de la compagnie et expert financier. Donc ils m'ont attaqué en justice, j'ai souvent été attaqué en justice au nom de la profession, enfin, j'ai toujours gagné. Et en fait, on a donc pu créer la CCEF, Compagnie des conseils et experts financiers, qui a permis de réunir des gens du chiffre, du droit, des notaires, des experts comptables, des avocats, enfin qui vous voulez, et qui ont dit, ça va, on a assez de professions réglementées, on va faire ce métier, chacun dans nos domaines, mais on va le faire ensemble et de façon non réglementée. Sur les commissaires aux comptes, j'avais une idée, mes collègues aussi, on avait une idée assez simple, on voulait faire une très grande profession du chiffre et du droit. Je vous rappelle qu'à l'époque, les conseils juridiques n'étaient pas avocats. C'est une profession distincte. Et nous avions, dans les commissaires aux comptes que je présidais, j'avais des gens dans mon conseil national qui étaient des experts comptables commissaires aux comptes, mais aussi des conseils juridiques commissaires aux comptes. Et c'était efficace et riche. Et du coup, j'avais l'ambition d'aller assez loin, de créer une profession unique avec 3 collèges différents. Le collège des experts comptables, le collège des conseils juridiques, le collège des commissaires aux comptes. On est même allé tellement loin qu'on a réussi à créer, il y a eu un décret qui a créé l'autorité de tutelle, le conseil d'orientation commun à ces 3 professions qui était signé par M. Bérégovoy. Donc vous voyez, on est allé dans le process. Et puis, ça a traîné, et ça a traîné parce que les experts comptables avaient à l'époque peur que les commissaires aux comptes leur mettent la main dessus. Quand j'étais ensuite président des experts comptables, on met le truc à l'envers. Voilà, on m'a dit, non, mais tu vas essayer de manger les commissaires aux comptes. J'ai dit, vous êtes fous, j'aime les deux. Je fais les 2 professions. Mais bon. Et donc, on a manqué ce passage-là. On est passé à quelques mois près, parce qu'il y a eu un changement de gouvernement, on est passé à quelques mois près à une réforme qui aurait été spectaculaire pour l'avenir des professions concernées et qui aurait permis de créer des cabinets qui exercent à la fois la profession d'expertise comptable, celle du droit, du conseil,
juridique et fiscale et celle du commissariat aux comptes. Étant entendu que ce qui me permet de tenir cette thèse, c'est que je suis un farouche partisan de la règle absolue pour moi qui est que quand on conseille, on ne contrôle pas, quand on contrôle, on ne conseille pas. C'est-à-dire que les règles d'incompatibilité, qui étaient très fortes à l'époque, j'y suis toujours très attaché. Même aujourd'hui, où elles sont tombées un peu en désuétude, un peu moins que dans le passé d'ailleurs, il y a un peu à nouveau de prise de conscience qu'il faut arrêter les mélanges de genres, c'est malsain. Et moi, je suis convaincu qu'en réalité, quand on contrôle, on ne conseille pas, quand on conseille, on ne contrôle pas. Faire des choses différentes. Donc, expertise et commissariat aux comptes, ce sont deux missions différentes et incompatibles l'une de l'autre. Pas l'appartenance à la même profession, mais faire sur un même dossier les deux, pas exagérer. Voilà. Donc j'étais contre. Et donc je rajoute juste ça parce que c'est une grande déception que j'ai eue, parce que j'aurais voulu que nous puissions faire ce rapprochement. Et là, à l'époque, j'étais patron des commissaires aux comptes, et l'idée, c'était vraiment de faire cette très grande profession du chiffre et du droit, mais avec des règles très strictes d'incompatibilité entre le conseil et le contrôle. Et là, donc ce qui a fait que on ne s'est pas allé jusqu'au bout, c'est un changement politique, c'est ça ? Ce qui fait que ce n'est pas allé jusqu'au bout, c'est que quand les dirigeants de l'ordre ont été convaincus que nous proposions, nous, commissaires aux comptes, une bonne réforme, que d'ailleurs les associations de conseil juridique étaient tous d'accord, malheureusement, il y a eu un changement à la fois de gouvernement et d'équipe. Mais d'abord de gouvernement, ensuite d'équipe. Et c'est tombé en désuétude. Mais c'est très dommage parce que les avocats, très intelligemment, ont rebondi là-dessus en disant, excusez-nous, dès qu'on a eu loupé notre coup, ils ont dit, non, bougez pas, on va faire la fusion des professions juridiques. Et c'est comme ça que les conseils juridiques et les avocats se sont mis ensemble. Et je les ai retrouvés quand j'étais président des experts comptables. Et je les ai retrouvés parce qu'ils ont eu l'idée saugrenue de reprendre toutes les créations d'entreprises, tous les PV d'assemblée générale, l'ensemble de l'activité juridique des entreprises. Et ça, c'était quand même une idée bizarre, et j'ai été fondamentalement opposé. Donc, vous voyez, on a vu les conséquences de ne pas faire cette opération de rapprochement, puisque après, nous avons vu plusieurs choses se produire. D'abord, sous la poussée des grands cabinets d'audit, qui vous racontaient une histoire qui était quand même miraculeuse, c'est on a le même nom, mais on n'est pas les mêmes. Donc on est commissaire aux comptes, mais en même temps on a une société d'avocats à côté, mais on a le même nom, mais on n'est pas ensemble. Vous dites quand même, il ne faut pas exagérer, ça a marché. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais la France est le seul pays d'Europe où dans l'association des fiscalistes européens, ce ne sont pas les experts comptables qui siègent, mais les avocats fiscalistes. Pourquoi ? Parce que les grands cabinets d'audit, pour contourner les règles d'incompatibilité, ont poussé un grand nombre de leurs collaborateurs, dont certains experts comptables, à devenir avocats fiscalistes, puis avocats en droit social, et puis ensuite vous continuez et vous déroulez. Mais globalement, c'est fiscal et social. Et donc moi, j'étais très attaché au fait que nous gardions nos prérogatives. Donc qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivé à l'ordre ? D'abord, j'ai renforcé l'idée qu'avait eue M. Gégard de créer un club des experts comptables fiscalistes. Donc l'idée venait pas de moi, elle venait de lui, un de mes antéprédécesseurs, mais j'ai beaucoup boosté cette idée-là. J'ai créé le club des experts comptables en matière sociale pour qu'on ait une deuxième société. Donc vous n'emmenez pas tout le monde dans la même direction, mais que ceux qui voulaient y aller puissent y aller. Et puis, j'avais fait installer, pour communiquer facilement avec mes confrères, des fax dans tous les bureaux d'expertise comptable. C'était vachement pratique, parce que j'envoyais un fax, et ils recevaient dans la demi-heure qui suivait tous le fax, ça permettait d'agir. Et je leur avais demandé de reprendre le contrôle à la fois du secrétariat juridique, des constitutions de société, pour qu'on ne perde pas toute capacité dans le domaine juridique. Et ils ont été très efficaces. Les experts comptables ont été merveilleux, et ça m'a valu d'avoir 67 plaintes pénales de barreaux locaux d'avocats, voilà. Et j'ai été défendu par un homme formidable, c'était Maxime Delhomme, on a gagné 67 fois. Mais quand même, c'était pas tout à fait rien, voilà. Et donc vous voyez, quand vous ne faites pas une réforme, vous en retrouvez les effets pervers après, quand elle n'a pas été faite. Et celle-là, c'était vraiment une idée qu'avec mes jeunes camarades, nous avions eu, qui était de dire on pourrait faire une très grande profession qui serait cohérente, intelligente. Et surtout, se réorganiser une justice
au sein de la profession des experts comptables commissaires aux comptes, qui aurait été de leur permettre d'exercer ensemble avec les conseils juridiques, d'une façon ouverte et officielle, alors que là, ils avaient une concurrence déloyale des grands cabinets qui, bien que portant le même nom, n'étaient soi-disant pas ensemble. Voilà. Enfin, bien sûr, deux bureaux côte à côte ne se parlent pas, c'est bien connu. Il y a une petite cloison, en général, elle est en verre et à mi-hauteur, mais ça fait rien, on ne se parle pas. Donc je trouvais que ça aurait été beaucoup plus juste pour toute la profession, et c'est pour ça que je me suis un peu battu quand j'étais président de l'ordre. Mais, vous savez, président de l'ordre, je n'ai fait là aussi que m'appuyer sur ce que mes prédécesseurs ont fait. Et sur la partie expertise comptable, on a aussi eu un moment de bataille avec certains cabinets, en particulier, pour dire faut être gentil, les règles sont les mêmes pour toutes et pour tous. Donc ça veut dire que si les règles sont mauvaises, on les change. Si les règles sont bonnes, on ne les change pas. Mais qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes, tout le monde les applique. Et à l'époque, je refusais de signer des traductions champ de discipline de cabinets qu'on accusait de faire d'exercice illégal, de structures qu'on accusait d'exercice illégal, ou de faire dans des situations non conformes à la déontologie de l'ordre, parce qu'il me semblait que de très grosses structures inscrites à l'ordre ne respectaient pas ces règles. Donc aller attaquer le petit et pas le gros me paraissait un peu lâche et pas très courageux. On essayait de remettre un peu d'ordre, c'était compliqué, c'était douloureux, mais on y est arrivé. Là, les règles en question, c'était la publicité, l'encadrement, ce type de règles. La publicité, c'était l'encadrement, et une partie de ces règles était stupide. Bien sûr qu'une partie de ces règles était stupide, mais quand vous êtes dans un corps professionnel, il faut que tout le monde applique les mêmes règles. Et évidemment qu'un ensemble de cabinets qui sortaient des règles classiques de l'ordre, bien sûr qu'en termes d'efficacité du travail, ils avaient raison. Sauf qu'il fallait l'ouvrir pour tout le monde. À l'ordre toujours, j'ai une autre réforme qui était plus compliquée à faire, mais que j'ai initiée, qui était finalisée 10 ans plus tard, non pas 10 ans plus tard, qui était finalisée 3 ou 4 ans plus tard peut-être, sous la présidence de Ledouble. Mais quand j'arrive, on me dit, on a un problème terrible. Il y avait à l'époque des centres de gestion agréés habilités. Ça veut dire qu'ils avaient le droit de tenir des comptabilités jusqu'à un certain niveau de chiffre d'affaires. Et donc, on me dit, il y a un drame absolu, ils veulent monter les seuils. Bon. Alors, je plonge dans le dossier que je ne connaissais pas. Je regarde, mais ça mobilisait du monde. Il faut voir le nombre de parlementaires, de sénateurs, qu'on était en train de mobiliser, de parlementaires, députés ou sénateurs. Je regarde et je me rends compte qu'en réalité, la question n'est pas de savoir jusqu'où ils peuvent tenir des comptabilités. La question, c'est au-delà de quel montant faut-il qu'ils aient une contre-signature d'un expert comptable diplômé membre de l'ordre. Donc les gens pas très sympathiques, qui en réalité trahissent la profession, parce que la profession ne voulait pas des centres habilités. Donc j'ai dit, il faut m'expliquer pourquoi on dépense autant d'argent et autant d'énergie pour aller défendre une cinquantaine ou une centaine d'individus. Franchement, c'est ridicule. Et du coup, quand on commence à piocher la question, je dis, mais en réalité, quand on a des choses, par exemple en matière agricole, on a le monde agricole, le monde rural d'ailleurs, mais en général, qui est dans les faits tenu pour moitié par des centres de gestion et des milieux ruraux, et pour moitié par des experts comptables. Et sur la partie commerce artisanal, c'était picrocolin, minuscule. Bon. Et donc je pose sur la table la question de dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fusionne pas le tout? Pourquoi il n'y a pas le monde de l'ordre? Après tout, dans tous les domaines d'activité, les pharmacies, la médecine, partout, on a dans le même ordre des gens qui travaillent soit en libéral, soit dans le public, soit en matière sociale. D'où me vient cette idée de dire, et si on faisait un rapprochement? Et donc, on me dit, mais tu vas te faire tuer. Alors, j'ai très bien. Et je vais à Angers, qui était l'endroit où il y avait les experts comptables les plus remontés contre ces structures. Et du coup, je dis, mais c'est quoi votre décision? Est-ce que vous voulez que... Parce qu'un jour, vous allez vendre vos cabinets. Donc, quand vous arrivez en fin de carrière. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que votre fils, parce que vous aurez vendu ce que vous partagez avec les autres enfants, vous voulez qu'il soit acheté par une immense structure, ou vous voulez qu'il soit directeur du centre de gestion locale? Après tout, c'est lui qui vous a acheté. C'est quoi, vous voulez? Et donc, j'ai fini la séance applaudi debout. Bon, par les plus acharnés des opposants.
Et aujourd'hui, il paraît tout à fait normal qu'on ait cette espèce de fluidité qui fait qu'on a à la fois des gens qui sont tous experts comptables, et certains sont dans le libéral, d'autres dans l'économie sociale. Tout ça est fluide, ça marche bien. Subsidiairement, pour les petits cabinets qui veulent se vendre, c'est ouvert le marché. Et c'était mieux. Jean-Vivier, donc maintenant, le poste d'après, c'est la présidence de l'IFAC. Quand j'ai dit que je voulais être président de l'IFAC, personne ne m'a cru. Moi, ça me passionnait, parce que je trouvais que c'est un métier merveilleux, penser qu'on a les mêmes règles partout et qu'on peut faire des choses. Puis surtout, la France avait toujours échoué, ce qui était vexant. Et donc, tout le monde a dit, non, mais il n'y a pas un copain sur ce garçon, voilà. Parce que c'est très compliqué, l'international. Il faut des années pour se faire reconnaître. Il faut travailler beaucoup. Il faut être qu'en anglais, évidemment. Bon. Et moi, j'étais plutôt franchouillard, donc je me suis mis à l'anglais sérieusement. Hein, voilà, j'y suis allé. Et je me rappelle qu'un jour, je dis à mes collègues du board dont j'étais membre, avant j'avais des conseillers techniques qui traduisaient mes positions, puis un jour, assez rapidement, j'ai pu m'exprimer directement. Et du coup, il y a plus de temps de latence entre quelqu'un affirme quelque chose ou le fait voter, vos conseillers vous traduisent, mais le temps que vous réagissiez, c'est voter, vous êtes à la question suivante. Et là, subitement, j'ai pu intervenir en temps réel, et j'ai vu quelques visages effarés, je me rappelle avoir dit, oui, vous regrettez le moment où j'étais un foutu de m'exprimer directement avec vous. Il y en a qui ont dit, ah oui. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'IFAC ? J'ai eu l'IFAC parce que il y a un consensus qui s'est fait là vraiment autour de l'idée que il fallait remettre un peu d'ordre. Alors, il y a deux choses d'abord. Il y a cette espèce de fiction qui fait qu'on parle de la crise Enron. Oui. C'est pas du tout la crise Enron, c'est une fantaisie absolue. C'est la crise des marchés financiers. C'est la crise de la nouvelle économie. Et j'ai eu le souvenir d'avoir discuté avec la Réserve fédérale américaine et qui m'expliquait par principe les marchés financiers ne peuvent pas avoir tort. Ils ne peuvent pas avoir tort, les marchés financiers. Non. Parce qu'ils sont toujours en anticipation d'une nouvelle activité ou d'un nouveau développement géographique. La crise de l'Asie, d'Argentine, ou la crise de la nouvelle économie en 2000. Et donc, il faut trouver quelqu'un d'autre. Et sur Enron, qui représente très peu par rapport à toutes les pertes de cette époque qui était de l'ordre de 1500 à 2000 milliards. De cette époque, juste pour remettre dans le contexte, on est au début des années 2000, là, c'est la crise du début des années 2000. 89, 2000, 2001. En réalité, c'est très peu, voilà. Et on dit, mais c'est la faute du commissaire aux comptes. Mais c'est pas vrai que c'est la faute du commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, à l'époque, c'est Arthur Andersen. Le commissaire aux comptes, il appliquait les normes comptables américaines, qui, à l'époque, étaient des listes de règles. Et donc, vous posiez une question, et vous aviez un nombre de réponses qui pouvait aller de quelques dizaines à quelques centaines, et après, il fallait trouver la priorité des réponses. Donc, la vérité, c'est les normes comptables américaines ont permis un développement anormal de mauvaises pratiques d'entreprise. Et notamment de gens qui avaient beaucoup d'argent qu'ils attendaient et qui voyaient que ça n'allait pas marcher, donc les dirigeants se sont mis à tripatouiller. Mais l'accusation contre Andersen était scandaleuse. D'ailleurs, je le dis, parce que ça c'est très factuel. Pour une décision que j'ignore, les Américains ont décidé de tuer un des grands cabinets. Voilà. Pas de peau, c'était le meilleur. C'était le meilleur. C'était le meilleur. C'est celui qui recrutait depuis 50 ans les plus brillants des professionnels. Et Dieu sait que je ne suis pas pro grande structure, mais c'est le meilleur. Et sur les deux chefs d'accusation contre eux, dans les deux cas, la Cour suprême des États-Unis leur a donné raison. Donc, en quelque sorte, ils ont été innocentés, mais ils étaient morts. C'est très dommage ce qui s'est passé. Et surtout, les régulateurs, ils se sont enlevés toute capacité de contenir les autres. Parce que quand vous avez 5 mondiaux et que vous tombez à 4, vous n'allez pas aller à 3. Il y a 2. Donc, ça veut dire que la menace très forte qui pouvait dire « je vous suspends pendant 6 mois » ou « je vous radie », etc., ça ne marche que quand vous ne l'exercez pas. Quand vous l'exercez, c'est l'arme nucléaire. Donc, quand on dit l'arme nucléaire, on le fait une fois, on ne le fait pas deux. Et donc, c'était très dommage de le faire. J'ai dit publiquement que je regrettais, et à l'époque, la Cour suprême ne s'était pas prononcée, cette décision qui me paraissait injuste, même s'il se trouve que Andersen, comme tous les cabinets d'audit de l'époque, faisait chez Enron du contrôle et du conseil. Mais c'était la pratique reconnue, légale aux États-Unis. Moi en France, faut le dire.
si je reviens sur cette période, finalement, qu'est-ce que je fais quand je suis président de l'IFAC? Je fais une seule chose, qui est dire j'ai bien compris la situation. Personne aux États-Unis ne veut plus parler à la ICPA, qui est l'équivalent de l'ordre de la compagnie. Ils veulent bien parler avec l'IFAC, que je préside, et avec mon directeur général. Pourquoi ils ne veulent plus parler? Parce qu'ils considèrent qu'elle est plus légitime. Parce qu'on est aux États-Unis et qu'on a décidé que les coupables, c'était les auditeurs légaux, et que par conséquent, ils deviennent non fréquentables. Voilà. Donc, parle plus avec eux. Bon, mais bien parler avec eux, il faut quand même parler avec quelqu'un, il faut en sortir. Et moi, j'ai une réflexion où j'associe là les grands cabinets, parce qu'ils sont les premiers concernés. Et je dis, il y a deux solutions, quoi. On peut décider de sortir de l'audit légal et dire au régulateur, après tout, prenez le paquet cadeau et puis allez-y, quoi. Hein, bon. Ou alors, on se met d'accord sur un prix qu'on paye. Et je les vois avant d'être élu président. Je dis, moi, je veux savoir ce qu'on pensait. Et je discute avec les principaux patrons des professions, dont la France, dont les États-Unis, dont l'Angleterre. Et je leur dis, donc j'ai un groupe d'une 30aine de personnes que j'écoute et qui unanimement me disent, on peut pas, il faut trouver un deal. Et du coup, j'ouvre une négociation qui est assez complexe, parce que la négociation, elle est à la fois avec la Réserve fédérale américaine, qui a le vrai lead, avant la SEC, mais aussi avec la Commission européenne, puis aussi avec les autorités asiatiques. Et on finit par trouver un espèce de terrain d'entente qui est de dire, si je résume, article 1, on va quand même limiter un peu les activités de conseil des auditeurs sur leurs clients, voilà, parce que notamment je fais changer des éléments d'éthique, de comité d'éthique, parce qu'il y avait dans le code d'éthique de la profession des choses intéressantes. Par exemple, il était dit, avant que je n'arrive, on a le droit de baisser les honoraires du commissaire aux comptes in the expectation of other missions, c'est-à-dire dans le but de gagner d'autres missions. Ça ne facilite pas l'indépendance, vous voyez, ni l'intégrité. Donc je fais changer tout ça. Mais, donc on limite l'activité de conseil. On la cantonne, mais j'y reviendrai pas complètement. On la cantonne. Et deuxièmement, on abandonne l'autorégulation dans laquelle on était au profit d'une régulation externe. En France, ça s'appelle le H3C. Bientôt, le H2A, voilà. Mais on décide de faire ça. Et ça, quand je suis élu à Hong Kong, il y a une personne, je leur dis, écoutez, avant de m'élire, je vous dis ce que je vais faire. Parce qu'autrement, je ne sers à rien. Il faut sortir de cette crise, il faut retrouver des relations normalisées avec les régulateurs. Donc voilà ce qu'on va faire. Mais on va le faire pour le monde, qui a un standard secteur mondial. Parce qu'on faisait et on fait toujours des règles à l'IFAC qui sont des règles mondiales qui s'appliquent dans tous les pays du monde. Et donc ça veut dire qu'aussi bien l'IFAC va voir une régulation externe se mettre en place, mais dans les pays aussi, ça va être pareil. Et nous, on fait le H3C en même temps. Voilà. Et c'est Michel Tudel qui est le président des commissions comptes français. Donc nous faisons ça tranquillement, et du coup les choses se tassent et se terminent et se passent bien. Et quand on est français, président de l'IFAC, et qu'on va discuter avec la Réserve fédérale américaine aux États-Unis, comment on est perçu et reçu? Comment ça se passe? Il y a eu des passages un peu durs parce que le Jacques Chirac avait pris des positions assez fortes sur l'Irak, à juste titre d'ailleurs, il faut le dire, voilà, reconnu comme tel maintenant par la plupart des acteurs mondiaux. Donc c'est un peu dur, mais en même temps ça se passe assez bien parce que, si vous voulez, la régulation mondiale, c'est un petit village en fait. Il y a quelques centaines de personnes qui se connaissent assez bien et qui sont habituées à se parler, voilà. Alors, quand on se met d'accord sur un texte de réforme, ça devient, ça c'est des anecdotes pour vous amuser, ça devient très compliqué de le faire passer dans tous les pays. Parce que sinon, vous avez chaque ministre de l'économie, chaque directeur du Trésor, chaque conseiller technique a son opinion sur le fait qu'il aurait mieux rédiger telle phrase de cette manière-là ou d'une autre, de mettre les virgules après ou de les mettre avant, très compliqué. Et donc je vais voir Jacques Chirac, que j'avais déjà vu, je connaissais bien, et je lui dis, Monsieur le Président, je suis actuellement le seul Français qui a une fonction internationale, je peux peut-être résoudre un tout petit peu cette crise, mais là j'ai besoin de vous. Il me donne son portable. Et du coup, quand je suis dans certains pays coincés, je l'appelle. Et le circuit court fonctionne,
Et donc, j'ai un ensemble de confrères qui pensent qu'il doit y avoir une coterie mondiale secrète, dont je fais partie, puisque je peux parler brutalement à des premiers ministres de façon tout à fait imprévue. Et en réalité, c'est grâce à lui qu'on a pu faire passer cette réforme et qu'on est sorti de cette crise de l'an 2000-2002. Voilà, Ok. c'est ça la C'est vérité. pour l'anecdote. J'avais une question peut-être déjà sur votre regard sur la profession à l'heure actuelle. On a parlé beaucoup de régulation, séparation entre l'audit et le conseil. Et là, on est revenu vers une sorte d'ouverture où les commissaires aux comptes peuvent faire un peu plus de conseils que ce qu'ils pouvaient faire. On parlait des OGA qui ne sont plus là, du remontée de seuil. On a parlé aussi, quand vous parliez de France Défi, du rôle avec les éditeurs, avec la profession. Toutes ces questions se posent encore aujourd'hui, peut-être Bien plus. sûr. Et Quel regard vous portez sur tout ça Non, aujourd'hui? mais elles vont continuer à se poser, Et si je suis très favorable au fait que ce soit des gens jeunes qui dirigent la profession, c'est parce que je pense que ces problèmes, ça concerne d'abord les jeunes professionnels et leur avenir. Maintenant, comment je vois cette profession? Elle va bouger, bien sûr. Hein. Elle va bouger. Et la complexité administrative, elle ne va pas simplifier. Depuis que j'exerce mon métier, on m'explique à chaque fois que on va la réduire. Eh bien, c'est pas vrai, on la complexifie. Quand j'ai présidé l'ordre, j'ai embauché plusieurs collaborateurs, on a fait des propositions, mais précises et claires de simplification. Bon, on a perdu notre argent et notre temps. C'est comme ça. Parce que les mécaniques font que... Donc, l'expert comptable restera toujours quelqu'un qui résout la complexité administrative. Ça, c'est sa première mission. Il y a une deuxième mission, il restera toujours à côté de l'entreprise pour l'aider à définir les trajectoires, voir les possibilités, voir les visions. Après, on va aussi dans un monde de spécialisation. Et donc, évidemment, qu'on continuera à avoir des gens qui vont se diriger plutôt vers tel type... Alors, soit des spécialisations par secteur d'activité, ceux qui seront dans l'aéronautique n'iront pas dans le retail, soit des spécialisations par type de service que vous rendez. Et puis enfin, l'arrivée de l'intelligence artificielle est une réalité. Est-ce que ça doit nous faire peur? Pas du tout. Alors, nous, les experts comptables, ça fait très longtemps que l'intelligence artificielle fait partie de notre... Très longtemps qu'on a développé des systèmes dans nos cabinets où on a intégré l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va nous remplacer demain? Je ne crois pas. Ça va nous simplifier la vie, j'espère. Encore que, il faudra qu'on développe un ensemble de systèmes de contrôle et de vérification pour nous assurer que l'intelligence artificielle ne dérape pas. Parce qu'évidemment, tout ce qui devient de plus en plus automatisé, ça demande des outils adaptés pour aller les contrôler. Donc ça va nous demander de réfléchir sur quel type d'outils on utilise pour contrôler, qui relèveront de l'intelligence artificielle, pour contrôler ce que, dans les domaines que nous devons ou faire ou contrôler, l'intelligence artificielle roule. Donc on va devoir développer de l'intelligence artificielle pour maîtriser l'intelligence artificielle. C'est quand même ça ce qui va être l'enjeu de notre métier. Puis après, j'espère qu'à un moment donné, on considérera que il faut effectivement donner confiance aux gens, et que donc il faut vraiment respecter des règles d'incompatibilité. Voilà, quand on contrôle, on contrôle, quand on conseille, on conseille. Et que dans le domaine du conseil, il faut qu'on soit le plus unis possible avec d'autres disciplines que la nôtre, parce que les gens, ils aiment bien avoir une équipe en face d'eux plutôt que à chaque fois des individus qui vont prendre à droite et à gauche et qui mettent ensemble. Mais si des équipes sont constituées, ce sera plus efficace. Et puis j'espère surtout qu'un plus grand nombre de professionnels vont s'intéresser à la restructuration des boîtes en difficulté, parce que là, les honoraires qui sont pris par un nombre minuscule de structures bancaires, juridiques, et un peu du chiffre, mais peu, deviennent démesurés et déments. Et que ça, c'est quand même contraire à l'intérêt des salariés de l'entreprise. Si tout l'argent disponible est pris par les honoraires avant, c'est compliqué de restructurer après. On ne l'a pas vraiment abordé, mais vous avez aussi un engagement associatif qui est important. En préparant aussi l'émission, il y a beaucoup de choses. La Fondation Chirac, des questions d'association, rééducation orthophonique, tout un tas de problématiques diverses. Oui, dans le secteur, pas le secteur, y compris évidemment dans le secteur caritatif et dans le secteur, on va dire, de la santé, c'est des sujets qui me passionnent.
Et vous arrivez à trouver le temps, l'énergie de maintenir les deux. Quelle est votre philosophie? Vous savez, d'abord, oui, ces engagements-là, ça fait partie d'une vie. Et moi, quand je fais le bilan de mon temps, je peux dire que globalement, sur toute ma vie professionnelle, j'ai passé la moitié de mon temps à des activités d'intérêt général. Présider l'ordre ou la compagnie, c'est d'intérêt général, l'IFAC aussi, et vous le faites, vous n'êtes pas payé pour. Enfin, il y a des indemnités, mais moi, je n'étais pas pour les indemnités, parce que c'est toujours emmerdant ces trucs, donc voilà. Mais j'ai jamais été payé par l'État français pour mes fonctions, donc c'est un mi-temps. Et là, aujourd'hui, l'activité créative, évidemment, je ne suis pas payé. C'est un mi-temps, et l'autre mi-temps, c'est l'activité professionnelle. Alors, il y a simplement une règle, c'est que quand vous vous occupez des affaires de l'État, vous arrêtez vos affaires privées. Autrement, là, ça devient très dangereux. Voilà. Et quand vous êtes en charge des organisations professionnelles, vous ne créez pas de situation de conflit d'intérêts. Vous mettez une ligne jaune et c'est interdit. Mais un équilibre de vie, si je trouve, il se fait par des engagements, qui ne sont pas que financiers. On fait un métier merveilleux dans lequel on peut s'épanouir, mais si on fait d'autres choses à côté, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'on fasse une balance entre les deux. Merci beaucoup René Ricol pour cet échange, c'était passionnant. Non, c'était un plaisir de discuter, une longue discussion d'ailleurs. Longue discussion, mais passionnante. Ok. C'est certain. Bonne soirée, merci beaucoup, au revoir. Cet épisode est maintenant terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous ne l'avez pas encore fait, avant de partir, je vous invite à vous y abonner. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas non plus à prendre quelques secondes pour mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous permettra de le faire connaître au plus grand nombre. À bientôt dans 2 premières heures.